de ce cas d'école, j'allais dire assez intéressant, le cabinet Deloitte qui a rendu un rapport au gouvernement australien et on s'est rendu compte que le rapport avait été généré en grande partie par l'IA, truffé d'erreurs. Ils ont dû s'excuser, ils ont dû rembourser une partie de la note. Qu'est-ce que ça vous inspire cet exemple, Antonin? Moi, je trouve que en fait, ce que ça montre, c'est que on parle souvent de langage de modèle, enfin de LLM quand on parle d'IA, on pense surtout au LLM parce que c'est ceux qu'on manipule quotidiennement. En fait, ces LLM, ils sont bons pour certaines tâches, puis beaucoup moins bons pour d'autres. Et donc, typiquement, vous ne pouvez pas effectivement espérer qu'un modèle de langage qui a été entraîné pour effectivement donner à chaque fois la réponse la plus probable à une question, vous fasse un rapport qui est normalement attendu avec un certain degré de complexité de manière complètement autonome. En revanche, ce que je pense, c'est que il y a d'autres technologies. Peut-être que le LLM, on est un peu arrivé au bout de voilà ce que ça peut faire. C'est un super outil pour interagir, pour faire des chatbots, pour nous aider à remplir des documents, à lever des frictions, à nous faire rentrer dans un champ qui est difficile, etc. C'est des outils très précieux. Mais l'intelligence artificielle vraiment impactante qui va avoir un effet, elle est peut-être d'autre nature et peut-être qu'elle nécessite, et même sans doute, des investissements importants, de la recherche, de la formation. Et c'est pour ça que finalement, cette révolution technologique dont on pensait qu'elle était un peu différente parce qu'elle s'est diffusée très rapidement et puis elle s'est diffusée d'abord à la maison avant d'arriver sur le travail, peut-être que finalement, elle va quand même converger vers une révolution technologique un peu plus standard qui prend du temps et pendant cette transition, on a le temps aussi de s'adapter et d'adapter l'emploi. Ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, je trouve, c'est que ça montre que l'IA ne peut pas tout. On parle de l'IA qui va nous remplacer dans le monde du travail, et je ne l'ai pas rappelé après la pub, mais c'est effectivement la thématique. Est-ce que l'IA va tous nous remplacer ou est-ce qu'elle va nous augmenter? Et ça nous met aussi en garde contre une forme de technosolutionnisme d'une certaine manière, de dire finalement l'IA peut tout faire à notre place. Il y a eu 2 ou 3 autres exemples, vous avez dû en parler, nous on en a parlé en tout cas sur BFM Business. C'était une entreprise comme Klarna qui avait massivement supprimé son service après-vente en disant en fait l'IA va pouvoir tout faire à notre place, et finalement ils sont revenus, ils ont réembauché des êtres humains. Et il y en a un autre, et après je vous laisse la parole, c'est des chaînes de fast-food aux États-Unis qui avaient mis des bornes avec IA au drive pour qu'on puisse passer les commandes en disant ça va être formidable, et ils se sont rendus compte en fait que c'était une catastrophe et que en fait les humains qui prennent les commandes, c'est encore pas si mal que ça. Donc est-ce qu'il ne faut pas mettre en garde aussi, y compris les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, contre ce technosolutionnisme qui vise à dire oui, utilisez l'IA, virez des gens, ça va très bien se passer? Effectivement, c'est ce que disait Antonin, mais il y a une étude récente de Wharton qui montre un peu les usages dans les entreprises aux États-Unis. Bon, c'est des entreprises assez grosses. Et ce qu'il en ressort quand même, c'est que pour ce qui est IA agentique dont on parlait tout à l'heure, il faut une réorganisation des processus assez importante. Et je veux dire, c'est le cas effectivement dans toutes les vagues technologiques passées. Donc ça veut dire que déployer des systèmes IA sans revoir, sans cartographier tous ces processus, c'est pas simplement remplacer des métiers existants. C'est-à-dire qu'il faut repenser, par exemple pour un cabinet de conseil, repenser la façon dont vous produisez des rapports, pour pas tomber dans l'exemple qu'on venait de mentionner. Cabinet d'avocats, c'est la même chose. Enfin, il faut vraiment tout réorganiser. Donc effectivement, ça va prendre du temps, et 2, il va y avoir des ratés. Et les plus grosses entreprises, là, dans cette étude que je mentionnais de Wharton, montrent que, vraiment des grosses entreprises, elles sont beaucoup plus prudentes parce qu'en fait, il y a une refonte à faire qui est bien plus massive, alors que les entreprises d'une taille plus modeste peuvent quelque part aller plus vite. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont aller trop vite, une sorte de FOMO, quoi. Oui, c'est ça, oui, exactement. Le fear of missing out qui est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans l'investissement et c'est vrai aussi dans l'intelligence artificielle, évidemment. Et on voit aussi, alors il y avait une étude Gartner assez intéressante qui prévoyait que d'ici 2027, la moitié des entreprises qui ont planifié des suppressions de postes massives reviendront sur leurs décisions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, encore une fois, se rendent compte que l'intelligence artificielle, c'est pas une sorte de baguette magique. Et qu'à un moment, elle trouve aussi ses limites et que l'humain a du bon. On a encore une carte à jouer, nous les humains. Oui, bien sûr, et je pense que l'humain va non seulement avoir une carte à jouer, et puis il va se spécialiser dans les tâches pour lesquelles justement l'IA n'est que là pour l'augmenter et va se spécialiser dans l'utilisation de ces technologies pour augmenter sa productivité. Donc de ce point de vue-là, il y a encore une fois une technologie assez standard comme avant ça l'informatique et puis encore avant ça les autres technologies. Elle arrive doucement, le travail s'adapte. Il y a une forme d'anxiété qu'on voit tout le temps. À chaque révolution technologique, il y a les mêmes questionnements qui reviennent, qui sont tout à fait légitimes. Et effectivement, on voit le truc arriver, on ne sait pas exactement dans quel sens ça va aller. Mais l'économie se réorganise.
et les emplois surtout se transforment complètement. Mais c'est pas plus grave que ça quand même. Moi j'ai l'impression que vous minimisez un petit peu par rapport à... Alors il y a ce discours qu'on entend souvent effectivement, c'est une révolution technologique comme une autre. On a eu l'électricité, on a eu Internet. Mais là on a un truc qui est tellement transformatif dans le sens où c'est une technologie qui peut apprendre d'elle-même et qui peut potentiellement tout faire là où les autres n'étaient finalement que des outils qui ont transformé complètement notre planète évidemment. Mais il n'y a pas une différence de nature quand même par rapport aux autres révolutions technologiques de ce point de vue-là? Moi, je vois plus ça comme une difficulté. En fait, le fait que peut-être la différence entre l'intelligence artificielle et les autres technologies, c'est qu'on a du mal à faire une liste des tâches finalement que l'intelligence artificielle sait faire. L'intelligence artificielle est très malléable, elle peut faire plein de choses, et donc finalement le fait qu'elle puisse faire toutes ces choses-là fait qu'on a tendance à se dire puisque l'intelligence artificielle a l'air de, en plus, répond à n'importe quelle question qu'on lui pose, elle a toujours une réponse, qui n'est pas toujours bonne, mais toujours une réponse. On va pouvoir remplacer quelqu'un par une IA. Alors que peut-être qu'avec l'électricité, on voyait très clairement quelles étaient les tâches qui allaient disparaître. En fait, il y a plus besoin de travail manuel, beaucoup moins. Mais en fait, le fait que l'intelligence artificielle soit un peu bon partout, mais complètement autonome nulle part ou dans très peu de cas, fait que peut-être on va devoir aussi réfléchir à quels sont les métiers et quelles sont les tâches qu'on peut vraiment déléguer à l'IA et les autres. Et de ce point de vue-là, ça redeviendra un peu plus standard. Axel Arquier. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a quelque chose dans la nature de l'innovation qui va être bien plus transformatif. Et ensuite, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que même dans les innovations passées où on a eu des destructions d'emplois et des créations d'emplois, donc honnête, c'était OK, mais il y a quand même des gens qui ont perdu leur emploi. Donc il y a eu des licenciements massifs récemment. Enfin, je veux dire, la robotique des années 90, 2000, 2010, il y a eu des destructions d'emplois. L'ouverture du commerce à la Chine, il y a eu des destructions d'emplois. Donc on se dit, un ouvrier perd son travail à Roubaix, il va venir travailler dans un cabinet de conseil à la défense? Pas forcément, non. Donc en fait, toutes ces transitions sont coûteuses. Elles ne sont pas seulement coûteuses au niveau individuel, elles sont coûteuses pour les territoires, elles sont coûteuses politiquement, donc elles sont aussi néfastes pour l'économie dans son ensemble. Donc je pense que même dans le scénario positif, où on aurait au final des créations d'emplois en face en nombre suffisant, ce qui à mon avis n'est pas forcément le plus probable, mais même dans ce scénario positif, on va avoir à gérer les perdants de l'IA, et c'est vraiment humainement coûteux et politiquement dangereux. Donc même dans le scénario positif, je pense qu'il ne faut pas minimiser les effets qu'il va y avoir sur le marché du travail, d'autant plus que les licenciements au niveau individuel conduisent à davantage de maladies, à des suicides, etc. Donc c'est vraiment un sujet à la fois humain et collectif à pas minimiser, je pense. Bogdan Modnar. Alors j'aimerais juste reprendre sur le côté l'IA peut tout faire. L'IA est aussi limitée, hein. Elle est très bonne sur une tâche. Et justement, on le voit qu'elle elle se trompe d'elle-même, elle hallucine dès qu'on lui demande d'être plus polyvalente. Il ne faut pas aussi tomber dans le discours alarmiste et qui en réalité est un argument marketing de la Silicon Valley. Je recommande à tout le monde aussi un rapport de EY, donc un cabinet de conseil. Le rapport s'appelle Gafanomics et il n'est pas rédigé par une IA. Ce que je vais te poser comme question. Il est assez pertinent puisqu'il reprend sur 20 ans les arguments de la Silicon Valley et on voit que tous les 5-10 ans, à chaque fois qu'une nouvelle technologie émerge, ils disent attention, c'est une révolution, ça va tout chambouler. Et c'est une manière aussi pour eux de pousser, parce qu'ils ont des fonds illimités, ils peuvent investir à perte sur des décennies, de pousser leur technologie dans chaque entreprise, dans chaque société. Et donc on voit que par effet de panique, beaucoup d'entreprises réagissent et puis ensuite elles deviennent plus rationnelles. Mais attention aussi à se dire, forcément l'IA va arriver, elle va tout chambouler. Dans beaucoup de cas, c'est aussi un moyen de pousser sa technologie pour s'assurer que dans un élément de panique, et c'est pour ça aussi qu'on parle de bulle, hein, on ne sait pas vraiment à quel point ça va être efficace, mais dans tous les cas, il faut qu'on investisse dessus. Alors, l'IA ne peut pas tout faire, effectivement, mais est-ce que ce sera encore vrai dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, quand on voit la vitesse à laquelle progressent les LLM, évidemment, mais pas seulement, c'est l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive, la robotique humanoïde ou pas humanoïde d'ailleurs. On voit que tous ces champs d'application avancent à marche forcée et que les progrès sont absolument stupéfiants. Est-ce que demain, il y aura encore des métiers qui seront épargnés, des tâches en tout cas que l'humain pourra faire et que l'intelligence artificielle ne sera incapable de faire? Ou est-ce que, comme le dit Elon Musk, demain en fait, on sera dans un monde où en réalité tout pourra être fait par une IA et par un robot? Si on se projette un petit peu, parce que là c'est probablement pas dans les 6 mois qui viennent, mais dans les 5-10 ans qui viennent. Qui veut répondre à ça? Antonin? Bon, évidemment, je n'ai pas la réponse et je pense que personne là. En revanche, je pense que il faut, comme a dit Bogdan, il faut se méfier un petit peu de tout ce qui est véhiculé comme message qui vient très souvent des producteurs eux-mêmes d'IA ou de robots
et qui régulièrement vous vendent des scénarios futuristes dans lesquels soit l'emploi va disparaître, soit il va y avoir 30% de croissance par an, soit les robots vont faire nos tâches ménagères et on n'aura plus besoin on pourra plus que juste se reposer toute la journée. C'est aussi leur intérêt de vendre ces scénarios. Mais ils ont intérêt à le vendre vraiment parce que c'est quand même apocalyptique. Je veux dire, ça fait peur à 99% des gens. Quand vous leur dites on va vers un monde où en gros vous aurez plus de boulot, il va falloir repenser le sens de votre vie. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose ça fait vendeur, peur. en fait. Ça fait peur aux entreprises qui du coup achètent et investissent dans des modèles d'IA et dans des IA sans même avoir réfléchi en amont à ce à quoi ça va servir et qui amènent en fait à des niveaux d'investissement agrégés aux États-Unis notamment qui sont complètement délirants. En fait, on dépense de l'argent avant de savoir ce qu'on va en faire et derrière on justifie la dépense parce que finalement il faut bien en faire quelque chose sans que forcément il y ait un besoin à la base. Alors peut-être que je me trompe complètement et que la technologie va aller me donner tort et qu'on va avoir des robots économistes et journalistes et que voilà. Mais en réalité, on est sur une technologie qui évolue à tâtons avec des erreurs. Il y aura probablement des restructurations, des échecs, des entreprises dont aujourd'hui on pense qu'elles sont invincibles, qui vont disparaître et peut-être que le LLM, peut-être que les technologies qu'on a aujourd'hui, dans 5 ans, on se reparlera, on se disant c'était vraiment finalement pas du tout la technologie qui a dominé. Donc dans toute révolution technologique, il y a, et c'est bien normal, il y a énormément d'erreurs, énormément d'échecs et énormément d'entreprises qui disparaissent aussi. Alors des robots économistes et journalistes, je ne sais pas, mais des robots dans les entrepôts, des robots qui réalisent tout un tas de tâches manuelles, ça pour le coup, c'est en train de devenir une réalité. La robotique humanoïde, c'est vrai qu'on voit des annonces, alors peut-être aussi... Il y a une part de marketing, sûrement une part de marketing de la part de Tesla avec Optimus, Figure AI et d'autres, mais quand même c'est extrêmement spectaculaire. Ce que semble dire votre observatoire, Axel, c'est qu'un jour, effectivement, ces robots, ils pourraient aussi menacer les êtres humains. Ça veut dire qu'il n'y a aucun métier finalement qui n'est à l'abri d'une certaine manière. Je pourrais avoir un robot boulanger, par exemple, plombier. En fait, on en revient à la question de la prévisibilité des tâches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura une robotique assez avancée, pour le moment, il y a encore des contraintes d'agilité. Un boulanger, je ne me rends pas compte de l'agilité, mais par exemple, imaginons un coiffeur ou un plombier, là, ça demande une agilité qui n'est pas du tout atteinte par les robots qu'on voit actuellement. Mais si vous avez une conjugaison entre une robotique assez avancée et même des modèles simplement des LLM, sans imaginer une technologie futuriste, vous aurez beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de métiers qui seront menacés. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, pour un développement de la robotique à une échelle énorme, on risque d'avoir des contraintes matérielles de production. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui prend du temps en termes d'équipement. Parce que ce qu'imagine Elon Musk, encore une fois, alors c'est vrai que c'est un très bon commercial, faut le dire, Elon Musk, mais c'est que demain on aura tous un robot à la maison, alors sans même parler du robot qui sera plombier ou coiffeur, mais qu'on aura tous un robot majordome qui pourra réaliser toutes les tâches pour nous. Ces robots, ils pourront aussi être dans les entrepôts, et d'ailleurs ils ont fait des vidéos de démonstration assez dingues. Vous y croyez, vous, Bogdan, à ça, ou c'est juste vraiment une vitrine technologique? Alors pour ce qui est des tâches ménagères, parce que globalement, il veut se débarrasser des tâches ménagères. On parle d'un marché de niche, mais qui touche du 0,1%. Parce que lui, il dit, je vendrai plus de robots que de Tesla demain. Alors, sur la robotique des ouvriers, ça, c'est sur, on va dire, la tâche industrielle, c'est complètement différent. Parce que la Chine a lancé des plans de robotisation massifs pour produire encore plus. Sur ce que nous vend Elon Musk avec des robots, on va dire, du quotidien domestique, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis même si Unitree, donc on en parle aussi, qui est une société chinoise donc de robotique pour répliquer, on va dire, des humanoïdes, on en est encore très loin d'atteindre des niveaux comparables à des humains. Et surtout, ça touche des personnes qui ne pourront se payer un robot de 15 000 € pour faire quoi? On a déjà un lave-vaisselle, on a déjà des aspirateurs qui peuvent se promener dans la maison. Donc, on disait ça aussi quand les lave-vaisselle et les aspirateurs sont arrivés. Pour faire quoi? Et on a vite trouvé l'usage. J'ai du mal à voir un robot. Franchement, le robot majordome qui fait absolument tout à ma place, je vous avoue qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse? Tout, je sais pas, vider le lave-vaisselle, m'apporter un petit soda quand je suis devant la télé. Enfin voilà, c'est un robot à tout faire, quoi, réellement. C'est quand même autre chose que le robot aspirateur qui ressemble à rien et qui se balade. Alors je peux comprendre, mais c'est une somme extrêmement élevée que peu de personnes, c'est comme les frigos connectés, il y en a, ça reste, on voit encore une fois que ça reste pas la majorité de la population qui peut se le permettre. Donc de là à dire que ça va devenir un quotidien, on en est encore
très loin. Et surtout, ça marche très mal parce que je crois que le robot récent là qui est sorti, qui s'appelle Neo, en fait, il est les 3/4 du temps activé à distance Exactement, par. il est piloté, oui. Oui, c'est ça. Il est piloté par un humain délocalisé dans un autre pays. Donc en fait, ça devient une forme de délocalisation du travail plus que de. Me casser tous mes rêves, mais c'est pas possible. Peut-être que ça viendra. Non, mais alors, j'entends évidemment ces arguments, mais il faut aussi voir la vitesse à laquelle ça va, d'où on vient et où on va. C'est-à-dire qu'en matière de robotique, si vous regardez les robots de Boston Dynamics, par exemple, l'évolution sur les 10 dernières années entre la boîte de conserve, avec tout le respect que j'ai pour les boîtes de conserve à l'époque, parce que c'était déjà impressionnant, et ce que c'est aujourd'hui, si on se projette dans 10 ans ou dans 15 ans, enfin, je veux dire, on arrive dans des séries comme Westworld ou iRobot. Enfin, moi, c'est ça, en fait. Je me dis, oui, aujourd'hui, effectivement, c'est un peu rigolo, il titube, il se casse la figure, mais d'ici 5 ou 10 ans, on y sera, Antonin. Alors moi, là où je vous rejoins, c'est que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait d'autres modèles d'IA qui sortent que les chatbots type LLM. Et en fait, je pense que quelque chose qu'on ne voit pas aussi dans les risques qui sont liés à la création, à la diffusion de l'intelligence artificielle, c'est à quel point ce marché est concentré et que vous avez très peu d'acteurs qui, en définitive, se font la guerre sur des technologies dont ils ont décidé que ça allait être la technologie dominante. Donc concrètement, aujourd'hui, vous avez une course pour avoir le modèle de LLM le plus puissant. Donc on va passer à GPT 6, 7, 8, et puis Gemini 3, etc. Mais qui sont en fait, on est arrivé déjà au niveau où, au moment où ces technologies évoluent de manière incrémentale. En fait, tant que le marché restera concentré comme ça, vous avez moins de chances que finalement on aille développer des IA qui vont vraiment aller rendre des services que sont des services demandés par les consommateurs. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un robot qui fait mes tâches ménagères. D'ailleurs, il y avait quand les LLM étaient sortis, quelqu'un, je ne sais plus qui, avait dit moi je voulais une IA qui fait mes tâches ménagères pour que je puisse écrire des poèmes, et en fait j'ai une IA qui écrit des poèmes pendant que je fais mes tâches ménagères. C'est très bon ça. Et moi, voilà, et on peut arriver dans un équilibre assez mauvais où finalement vous avez énormément d'investissements qui sont utilisés pour améliorer de manière incrémentale des modèles qui existent et qui n'ont pas tellement d'effet, mais qui permettent aux entreprises de récupérer des parts de marché, et pas grand-chose qui est un peu plus innovation horizontale vers d'autres modèles. Et donc je pense que c'est important de garder aussi en tête que l'IA, c'est pas que les LLM. Absolument, c'est ce que dit Jensen Huang, d'ailleurs le patron d'NVIDIA. Il dit que l'évolution ultime de l'intelligence artificielle, c'est son incarnation dans des robots, c'est l'IA sous forme physique. Si je reviens à cette notion de destruction d'emplois et de ce qui reste finalement le plus irrémédiablement humain et irremplaçable. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Quelle valeur ajoutée peut avoir l'humain par rapport à la machine qui ne pourra jamais être remplacée par la machine ? On parle souvent de l'empathie, de la création. Est-ce que tous les métiers du soin, par exemple, ou les métiers de la création artistique, est-ce que ces métiers-là pourraient être sauvegardés et mis à l'abri de l'IA ? Dans l'état actuel de la technologie, oui. Tout à fait. Enfin, je pense que, quoique sur l'empathie, il y a des études qui montrent que quand vous parlez, que l'IA est plus empathique que nous. C'est sous forme de chatbot, mais quand vous parlez à un médecin ou à une IA et vous savez pas, vous les avez pas en face, que les gens ont un ressenti de davantage d'empathie. Ah mais ça c'est parce que ChatGPT c'est vraiment un béni oui. Vraiment c'est un lèche-bot. ChatGPT oui. Vraiment pour ceux qui l'utilisent au quotidien, il dit oui tu as raison, tu es parfait. Oui. Et c'est vrai qu'on aimerait faire des réglages, mais oui, moi je l'ai mis en. Moi j'aime bien qu'on me flatte, c'est pour ça. Moi je l'ai mis en méchant parce que ça m'exaspère aussi. C'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'effectivement sur l'interaction humaine, je sais pas, c'est vrai que le métier de psy, on entend beaucoup dire que ChatGPT peut remplacer les psys, peut-être faire un appoint. Mais par exemple, ce type de métier, il y a quand même quelque chose qui se répare dans la relation humaine. Donc ça, on imagine que, en tout cas, ça mettrait du temps. Et sur ce qui est créativité, donc là, je crois que vous avez eu un débat là-dessus hier, mais je pense que ça risque quand même d'automatiser un certain nombre de métiers dans la création. Je ne veux pas rentrer dans le débat philosophique du génie humain, etc. Mais vous avez tous les freelances qui font un certain nombre qui ont une baisse de leur nombre de commandes en fait. Et tout ça, c'est d'ailleurs très difficile à mesurer au niveau macro parce que c'est moins massif. Mais je pense que vous avez un certain nombre de métiers qui sont menacés là maintenant de la création. Et si on prend l'exemple de la santé, parce que pour le coup il y a une dimension forcément profondément humaine, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a des IA qui maintenant peuvent diagnostiquer quasiment mieux qu'un être humain, qu'un médecin humain, détecter un problème sur un IRM, un scanner, etc. Mais on se dit, il y aura toujours besoin quand même d'avoir une relation avec le médecin. Je veux dire, si une IA me trouve une maladie grave, j'ai quand même envie à un moment d'avoir une discussion avec un soignant qui m'explique un peu le protocole, ce qui va se passer.
on n'a pas envie que ce soit une machine. Non, si, Axel. Moi, je pense que ça va être une question de préférence individuelle. Moi, personnellement, je ressens plus de simplicité à discuter de ça avec ChatGPT qu'il m'est arrivé avec certains médecins dans des hôpitaux. Mais c'est des préférences très personnelles. Et après, je pense que c'est des préférences au tenté. C'est-à-dire que notre société va évoluer avec le développement à grande échelle de ces technologies. Et peut-être que demain, on aura l'habitude d'interagir avec un mini-robot mignon qui aura une forme très évoluée de ChatGPT et que nos préférences auront changé, qu'on se dira finalement que ce petit robot m'annonce que j'ai une maladie, s'occupe de ma grand-mère. Enfin, vous voyez, je pense que c'est des choses qui vont, des préférences qui vont changer, quoi. Bogdan, médecin humain ou médecin robot? Dans la Silicon Valley, on commence à pousser médecin robot. C'était le sujet de mon reportage, dans le sens où il y a plusieurs startups. Alors évidemment, à l'échelle américaine, en 2 mois, elles lèvent 30 millions. Tout très régulièrement financé par Brian Johnson. Alors le nom ne parle pas à tout le monde, mais donc c'est un gourou de l'immortalité que j'ai pu interviewer aussi là-dessus. L'homme qui veut rajeunir. Exactement, mais il a des propos très pertinents, ou dans le sens où ils sont souvent très pertinents avant de vendre leur technologie. Il commence à dire que la relation avec le médecin s'est dégradée. Il y a trop de monde, on va dire que globalement le système de santé, surtout en Occident, il y a trop de monde pour pas assez de médecins. Et les investissements en IA permettent d'avoir des résultats, on va dire, suffisamment satisfaisants si on s'en tient à de la médecine, on va dire, assez basique pour des problèmes du quotidien. Et donc la plupart des gens là-bas que j'ai rencontrés font des tests sanguins tous les 3 mois qu'ils envoient à des IA. Ils ont des applications. Alors en l'occurrence, il y a 2 sociétés qui commencent à être leaders dans la vallée. Il y en a une qui donne une espérance de vie estimée sur votre application. Et donc ils ont ça sur, on va dire, il y a une dame que j'ai rencontrée qui avait 9000 jours d'espérance de vie et elle cherchait à augmenter son espérance de vie. Et en plus, elle avait les conseils IA de son bot qui est tout programmé. Bon, il nous reste moins de 2 minutes. Une fois qu'on a dit tout ça, où est-ce qu'on met ses enfants Non, mais on n'a pas eu le temps de parler de tous les sujets que je voulais aborder, évidemment. Mais là, non, mais je pense vraiment aux parents et aux étudiants, évidemment, qui nous écoutent. Dans quelle voie aller pour avoir une forme de sécurité par rapport à l'intelligence artificielle ou pour embrasser cette révolution? Quel conseil vous donneriez à un étudiant aujourd'hui qui a 17 ans et qui ne sait pas vers quoi se diriger? Antonin, pas facile, hein, celle-là. Pas facile. Je pense que, comme souvent, quand on ne sait pas vers quoi la technologie va aller, il faut parier sur des compétences d'agilité, des compétences non cognitives, de fiabilité, de capacité à communiquer efficacement. Donc, toutes ces fameux soft skills dont on parle beaucoup, mais que finalement on développe assez peu dans l'éducation en France, et notamment dans l'éducation primaire et secondaire. Je pense que, alors c'est pas tellement où les parents doivent envoyer leurs enfants, c'est comment les formations existantes, notamment celles qui se prétendent être les plus élitistes et qui veulent récupérer les meilleurs étudiants, doivent se repenser et se retransformer pour former ces compétences. Parce que, en fait, de toute façon, apprendre aujourd'hui le prompting ou apprendre à coder à des enfants, ça ne sert à rien, puisque dans 2 ans, on aura fait autre chose. Réponse rapide, 20 secondes chacun. Axel et Bogdan. En tout cas, vers quel métier ne pas aller? Les métiers ultra standardisés, ultra codifiés, qui ne demandent pas d'improvisation. Et Bogdan? Je pense que garder une part d'humain, parce qu'on se prendra toujours un mur. On l'a vu avec Mark Zuckerberg et la réalité virtuelle. Finalement, les soft skills dont on parle, garder un peu d'humain, c'est un bon conseil pour l'avenir.